Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du collectif SoWow. Je suis Sophie Plumer et je suis accompagnée de Delphine Zanelli. Bonjour Delphine. Bonjour Sophie. D'Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Et de Anne Thévenet Abitbol. Bonjour Anne. Bonjour. Ensemble, toutes les quatre, nous allons parler d'intergénérationnel en entreprise. Mais avant de démarrer notre échange, je tiens à remercier les 4 partenaires du collectif SoWow, Yemanja, Skill & You, Bigger et Urban Sports Club. Ces partenaires soutiennent le travail que nous menons cette année autour de la question clé, comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise. Et depuis le début de l'année 2024, nous avons mené plus de 50 entretiens avec des dirigeants, des talents, des DRH, des observateurs du monde du travail. Et la question du travailler ensemble, du vivre ensemble en entreprise, entre générations, a été sur toutes les bouches. Et donc, on avait vraiment envie de creuser ce point avec vous, Élodie et Anne. Alors maintenant que le cadre de l'épisode est posé, je vais vous demander de vous présenter. Élodie, je te laisse nous expliquer qui tu es, quelles sont tes activités. Oui, alors je m'appelle Élodie Gentina, je suis enseignant-chercheur à l'IESEG School of Management. Donc, j'ai une thèse de doctorat et je travaille et j'étudie la nouvelle génération et tout ce qui est autour de l'intergénérationnel et je mène aussi des conférences en entreprise sur ce sujet. Je crois que tu as une actualité brûlante dans les prochains jours. Ah oui, j'ai un nouveau livre là qui sort le 6 novembre, le défi du management intergénérationnel avec Jérémy Lamry chez Duno. Et Anne, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis Anne Thévenet Abitbol et je suis directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone. Ça veut dire, en un mot plus simple, je suis créative. Je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Vaste projet. Et effectivement, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai créé un événement intergénérationnel et son petit bébé qui est un mouvement dont on parlera plus tard pour lutter contre l'agisme ordinaire. On peut dire le nom peut-être ? Nold. Nold pour Never Old. Qui se cale c'est pour tous ceux qui sont trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux. Dont l'ambition est de rentrer dans le dictionnaire. Entre jeunes et vieux, il y aura Nold. Super. Alors démarrons dans le vif du sujet. Élodie, toi qui as étudié en profondeur les comportements et les attentes, notamment de la génération Z, aujourd'hui, qu'est-ce qui coince dans la relation entre les jeunes talents et le monde de l'entreprise ? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors, quand on parle de génération Z, c'est clair qu'il faut déjà parler de la grande diversité des jeunes. Les jeunes ne sont pas tous les mêmes. On n'est pas sur une jeunesse uniforme, donc ça faut quand même le préciser au départ. Et les jeunes ont des attentes aussi bien spécifiques, mais pas propres uniquement à la jeunesse, on en reparlera tout à l'heure. D'autres générations peuvent aussi ressentir les mêmes choses. Par exemple, ils sont en quête de recherche d'équilibre vie pro, vie perso. Ils cherchent à intégrer le travail de manière harmonieuse dans leur vie. Ils recherchent la flexibilité des horaires, plutôt que même la flexibilité du lieu de travail. Le télétravail, c'est pas trop pour eux. Eux, ils sont heureux d'aller dans l'entreprise, mais ils vont plutôt rechercher une grande flexibilité au niveau des horaires. L'engagement et la notion de fidélité est différente. Ils sont moins engagés à l'entreprise, mais ils sont plutôt engagés aux autres, à leurs collaborateurs, à l'équipe. Donc on passe d'une fidélité à l'entreprise à une fidélité sociale, voire collaborative. On est sur une vision du travail qui est à court terme, avec une remise en cause de la notion de plan de carrière, parce qu'ils vivent dans une société de l'immédiateté, de l'instantanéité, avec leur smartphone, qui est à portée de main, à portée d'écran, qu'ils l'ont toujours avec eux. Et puis cette quête de sens aussi, où on en parle beaucoup, et ça, on le retrouve aussi même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et on verra avec les autres générations, mais c'est clair que pour eux, le travail, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen de se sentir bien. Et si on reprend par exemple certaines études, comme la dernière étude très intéressante du CESI de l'INSEE qui a été menée en juin 2024 auprès des dirigeants d'entreprise, les dirigeants nous disent, pour 86% d'entre eux, ils perçoivent la génération Z comme différente de la génération d'avant. Et ils nous disent aussi que les jeunes que les jeunes sont moins investis que leurs aînés dans le travail,
pour 60% d'entre eux. Ils sont moins fidèles à l'entreprise pour 72% d'entre eux. Ils sont moins respectueux de la hiérarchie pour 53% d'entre eux. Donc, je dirais même que, avant tout, c'est important de bien les comprendre, d'arrêter aussi d'avoir des stéréotypes et des idées préconçues, et de porter un peu un nouveau regard sur la jeunesse, et de pas forcément cloisonner les générations, mais de porter aussi un management qui est intergénérationnel sur l'ensemble. On a interviewé dans notre étude des dirigeants, des managers, des DRH, aussi des talents, et certains nous ont dit je me sens parfois jugée, je me sens parfois pas écoutée, je me sens pas utilisée dans mon plein potentiel parce que j'ai plein de facettes différentes, et donc en fait dans l'entreprise je me sens pas complètement à ma place. Et les dirigeants ou les managers ont pu nous dire, effectivement, un peu comme des poncifs ou des grands jugements sur toute une génération. Les jeunes veulent plus travailler, on sait plus comment les engager, ils passent d'une chose à l'autre et donc on peut pas construire dans la durée avec eux. Toi, quel est ton regard par rapport à ces deux visions en fait qui se passent à côté? On a juste l'impression que ils se comprennent pas. C'est clair que si on reste sur des préjugés en disant que les jeunes ne veulent pas travailler et puis les jeunes déclarent des plus vieux, ils sont très rigides et donc on aura du mal à s'entendre, on n'arrivera à rien. Donc déjà, il faut essayer de déconstruire tous les stéréotypes qu'on peut avoir, tous les préjugés qu'on peut avoir sur chacune des générations, l'un comme l'autre. Ouais. Et après, on peut se poser la question de la notion d'engagement et de fidélité. Est-ce que ça existe toujours? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là? Et là, si on prend même des études, on voit qu'on a même des résultats qui sont complètement différents. Parce que parfois, on parle trop de statistiques, mais on cherche pas à véritablement comprendre le concept même et le terme de fidélité. Si par exemple, on reprend la dernière étude de Job Teaser et de Kantar, ils nous disent un Français actif sur 3 affirme regretter son choix de carrière. Et pour la génération Z, on est à 40% qui souhaitent déjà changer de carrière alors qu'ils viennent à peine de rentrer dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et si on prend une autre étude comme Terra Nova, à l'inverse, voilà, en 2024, ils nous disent, mais en fait, les jeunes actifs sont hyper investis. 47% des jeunes aujourd'hui déclarent que le travail est très important pour eux, contre 36% pour les 45 ans et plus. Donc finalement, c'est les plus âgés qui sont moins investis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi la notion véritable d'engagement? Et donc, en fait, si on reste sur cette notion-là, pour moi, les jeunes sont toujours engagés. C'est juste que la notion d'engagement, elle a changé. Avant, on était sur un engagement, je dirais, tripartite. Sur un engagement qui était rationnel, mais aussi affectif, on aimait notre travail. On était sur un engagement normatif. Travailler est une norme. Alors aujourd'hui, pour certains jeunes, travailler, c'est pas forcément une norme. Je me souviens que j'avais été interviewée par une journaliste sur le chômage et vanter le mérite du chômage sur TikTok. Des jeunes, ça dépend aussi de la population, bien évidemment, à qui on a affaire. Et puis en dernière instance, l'engagement est rationnel, c'est-à-dire travailler, c'est une raison, ça nous procure une sécurité, un job à vie, un statut, on se pose pas de questions, et donc on est engagé, on est redevable envers l'entreprise, on avait un devoir de loyauté qui était très fort. Aujourd'hui, on voit bien que cette jeunesse est en train de remettre en cause cette notion tripartite de la fidélité pour une fidélité qui est pluridimensionnelle. Moi, je dirais aujourd'hui, les jeunes ont une fidélité émotionnelle avec l'entreprise. L'entreprise doit être un lieu de vie dans lequel on se sent bien. La fidélité, on parle de fidélité intrapreneuriale. Le jeune aujourd'hui a envie d'être acteur dans l'entreprise, il a envie d'être protagoniste, partie prenante. On parle de fidélité sociale, voire collaborative. Importance d'être sur la communauté. Et d'ailleurs, on voit, les jeunes aiment être en communauté de par les réseaux sociaux. Et donc, il faut pas les isoler, il faut créer des communautés de jeunes, des collectifs de jeunes et de moins jeunes, être sur un intergénérationnel, mais ensemble, être sur du collectif. Et puis, on parle aussi de fidélité éthique, l'importance justement de la diversité, de l'inclusion, d'être en adéquation entre l'entreprise et ses valeurs, d'être sur la transparence, d'être sur l'authenticité. Donc, on est toujours sur cette notion d'engagement et de fidélité, par rapport à ce que vous avez pu me dire, mais on voit bien que c'est en train d'évoluer. Je voudrais revenir sur un point, il y avait une étude là sur le changement de carrière. Récemment, une dirigeante me disait, j'ai un agent de maîtrise de 50 ans qui est venu dans mon bureau en larmes parce qu'il avait raté sa vie pro, parce qu'en fait, il aurait voulu faire boulanger. Donc on voit que ça s'étend à toute génération. C'est quelque chose que vous avez observé, parce que c'est vrai que je l'entends souvent de la part de plus jeunes. Est-ce qu'il y a une évolution sociétale? Est-ce qu'il y a un impact, une influence de ce qui se passe autour, de ce qui se raconte? Ma question, elle est pour toutes les deux, parce qu'en fait, c'est un peu intergénérationnel, mais ça interpelle. Ouais, alors moi d'abord, je dirais, je pense, c'est clair que depuis cette crise de la Covid-19, et il y a aussi des études qui l'ont montré, mais moi je l'ai vu aussi de par mes étudiants qui sont jeunes, que je côtoie aussi tous les jours,
il y a un retour au vrai sens de la vie aussi, à la famille, aux valeurs amicales, etc. Et donc, il y a aussi ce besoin de se ressourcer, le besoin de faire attention davantage à sa santé mentale, à sa santé morale, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire dans la vie? Ça, c'est pas propre à la génération de jeunes, hein, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut se poser des grandes questions et se dire, voilà, est-ce que je suis sur un métier bullshit où je me lève tous les matins et me dire, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais? Et on voit que, notamment les jeunes, ils ont une grande admiration pour les métiers de l'artisanat, là où Internet ne peut pas aider. Voilà, là où on est sur le concret, sur le toucher, parce qu'il y a un rapport aussi à l'apprentissage qui est complètement différent. On veut être dans le concret, on veut être dans la sensation et dans ces choses-là. Et je pense que avant d'être une question de génération, bien évidemment, c'est la société qui évolue avec de grandes mutations. Voilà, on peut se poser ces questions à tout âge. Mais voilà, à tout âge, parce que dans notre étude, donc Sophie en parlait tout à l'heure, mais beaucoup de gens à partir de 45-50 ans nous ont dit être conscients de devoir chercher quelque part leur dernier job, parce qu'ils savent qu'après, ils auront du mal à se revendre, entre guillemets, ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez cet état d'esprit alors que la population vieillit, que les entreprises elles sont plutôt à la tête des nolds, que voilà qu'il y aura de plus en plus de personnes dans cette situation, et comment vous voyez les choses évoluer là-dessus? Est-ce que vous êtes optimiste aussi sur l'évolution du regard? On a parlé du regard sur les jeunes et donc sur l'évolution du regard des plus seniors. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de regard, c'est de se dire que finalement, il y a un double regard. Il y a le regard que la société porte sur vous, et puis il y a ce regard qu'on intériorise. Et j'avais été frappée, et ça a été le début effectivement de l'aventure Nold pour moi, même si elle est inscrite aussi dans la lignée du programme Octave, qui est un programme intergénérationnel et interentreprise dont on parlera tout à l'heure. Mais je me souviens de ce DG flamboyant qui était chez Danone et qui dirigeait une de nos filiales, et qui faisait des conférences incroyables qui étaient formidables et que je trouvais passionné et passionnant. Et puis un jour on lui a dit ça fait quand même longtemps que tu occupes ce poste-là, puis derrière toi il y a des gens qui poussent, donc on va te confier une mission transversale. Et ce DG flamboyant dont je ne m'étais jamais posé la question de l'âge, le vendredi, je le retrouve le lundi. Il vient en réunion parce que justement j'étais en train de réfléchir sur cette création de programme intergénérationnel. Et il commence, il est tout rabougri et il dit moi qui suis de toute façon le plus vieux de la réunion, et je vois un petit bonhomme tout gris, mais je l'avais pas vu comme ça. Et c'est là, moi, ça a été un détonateur en me disant finalement il y a vraiment le regard, donc l'agisme ordinaire, c'est ça, c'est le regard que porte la société sur vous, et c'est ce que vous intériorisez. Et au fond, c'est quoi un vieux? C'est qui? C'est quelqu'un qui n'a plus de désir, qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de projet et qui n'arrive plus à s'adapter au monde qui change. Il en a même plus envie. Si on coche pas ces cases-là, on n'est pas vieux. Or, c'est quoi les noms? Même senior. Senior, c'est de tout ça, ce sont des noms par défaut. Donc je me suis dit j'ai envie de créer un nom que nous choisissons, qui soit désirable. D'où le nom de Nold pour Never Old, qui vient qualifier tous ces gens qui ont continué à envie d'être en mouvement, qui continuent à avoir des envies d'avoir envie, des désirs. Et c'est donc et voilà. Vous pouvez peut-être nous parler justement là du programme Octave, de pourquoi vous l'avez créé, et comment ça accompagne tout ça dans l'entreprise. Oui, alors le point de départ, c'est effectivement Franck Ribou, qui était alors le président de Danone, et qui m'a demandé de créer un événement pour aider les femmes à progresser en entreprise, un événement interentreprise, que j'ai nommé le programme Ève, parce que il se passe à Évian, et que bien sûr c'est la première actrice de changement, puisque c'est celle qui a apporté la connaissance à l'homme, et puis ça parle d'éveil et d'évolution. Bref, Ève fonctionne formidablement bien, et les gens se disent mais grâce à ça j'ai osé changer, j'ai osé demander des choses, etc. Et de face à un tel succès, je me dis est-ce qu'il y a d'autres populations dans l'entreprise qui auraient besoin d'aide, d'autres que les femmes? Et là je tombe sur les vieux, donc ces fameux vieux, parce que oui, à partir de 45 ans, si on n'est pas déjà à un bon niveau dans l'entreprise, il y a plus personne qui mise sur vous. Puis je me suis dit, c'est embêtant de toujours présenter les vieux comme un problème. Au fond, les jeunes, ils ont aussi des problèmes puisqu'ils ont envie de faire plein de choses, et on leur dit fais déjà ce que tu as à faire puis on verra après, et ils se sentent serrés aux entournures. Et puis il y a finalement cette génération du milieu qui est écartelée entre des comportements de baby-boomers et des pratiques de Gen Y. Et là je me dis, mais au fond l'entreprise est comme un piano sur lequel on ne jouerait que sur les 2 octaves centrales, la génération au pouvoir,
entre 30 et 50 ans, et encore, parce que je suis gentille, négligeant les octaves graves, les plus de 50 ans, et les octaves aiguës, les plus jeunes. D'où le nom programme octave, en disant c'est quand même un peu idiot de se priver de l'ensemble du clavier quand on veut faire une belle symphonie. Et ce programme, en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'abord il change tout le temps, parce que le motto c'est oser être soi et être acteur dans un monde qui change. Et je reviens sur ce que je disais sur Nold, tant qu'on comprend le changement du monde, alors après, et qu'on vous donne des outils pour continuer à s'y adapter, pour continuer à y jouer un rôle, alors tout le monde est capable d'avoir un rôle dans l'entreprise. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Et l'âge, c'est pas un état civil, c'est un état d'esprit. Donc tant qu'on est passionné, on est passionnant, tant qu'on s'intéresse, on est intéressant. Tant qu'on a envie de créer des choses, on peut les créer. Donc, il y a vraiment ce double jeu, à nouveau, entre le regard qu'on vous comporte et la façon dont nous, on va agir. Oui, je suis d'accord avec vous. Modulo, donc le fait que c'est notre responsabilité à nous aussi dans ce qu'on renvoie aux autres, à notre société, enfin à l'entreprise. Mais parfois, le poids de l'entreprise, de la hiérarchie, des cases aussi dans lesquelles on nous met, est plus forte. On a beau être super entreprenant, avoir envie. Vous parliez de ce directeur général de filiale qui était super flamboyant, puis d'un coup on lui a dit t'es gentil, hop, mission transverse. Puis la mission transverse, parfois dans les grands groupes, on sait un peu où ça mène. Comment est-ce qu'on fait changer le regard sur les personnes de plus de 45 ans, 50 ans auprès des directions générales ou dans ceux qui décident de l'organisation des entreprises? Et je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, à nouveau, on a besoin de l'ensemble du clavier et que les gens à la tête de l'entreprise sont de plus en plus conscients de ça, de l'impact de la diversité à tous les niveaux. De plus en plus, moi je vois avec le programme Octave, c'était extrêmement compliqué au début. Tout le monde disait, autant les femmes, on voit qu'il faut un programme de formation, puis il y a un corps social qui pousse, autant les générations, on s'en fiche. Alors qu'aujourd'hui, ça a énormément changé. Ce qui a créé vraiment un décalage entre les générations, c'était le numérique. Et c'est vrai qu'il y avait l'impact du numérique sur nos façons de travailler, sur les organisations, sur le temps de travail, etc. Et il y avait les fameux digital natives et les digital migrants, ceux qui parlaient Internet avec un accent. Mais le Covid, il a mis tout le monde au même niveau. Tout le monde, le télétravail, c'est le même pour tous. Tout le monde a les mêmes outils. Il n'y a plus besoin de reverse mentoring de jeunes qui viennent vous apprendre des choses. Donc tout le monde est au même niveau. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les entreprises comprennent qu'il faut travailler tous ensemble. Et je vois donc pour Octave, autant on avait du mal à avoir des entreprises adhérentes, autant aujourd'hui on en a de plus en plus. Donc il y a une vraie évolution, une vraie compréhension que, au contraire, il faut donner les outils à chaque membre de l'entreprise pour continuer à jouer un rôle. Le motto d'Octave, c'est oser être soi, donc vraiment quand même cette force à nouveau, et être acteur dans un monde qui bouge. C'est rassurant ce que vous dites. Moi, ça me rassure en tout cas parce que c'est pas toujours la vision que j'en ai des dirigeants d'entreprise, de ce que me disent des collaborateurs. J'entends aussi beaucoup cette entreprise, c'est pas une entreprise dans laquelle il fait bon vieillir. Parce que le rythme est important, trop important, que on a beaucoup de pression, et parfois, à passer un certain âge, après avoir été peut-être beaucoup pressé dans les premières années de sa carrière, on n'a plus envie de l'être, et donc on a du mal à suivre le rythme, on a juste pas envie. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Et comment on aide peut-être les Nold à bien vieillir en entreprise, parce que c'est aussi votre raison d'être. Mais si je reprends ce qu'Élodie disait au début, en fait, les besoins sont les mêmes maintenant. Donc si une entreprise se met en ordre de marche pour que leurs employés vieillissent bien, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus désirables pour les jeunes. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on cherche dans le travail ? On cherche un travail qui nous intéresse, on cherche du plaisir. Maintenant, c'est officiel, on peut le réclamer, on a envie de se régaler dans ce qu'on fait, sinon on est moins performant. On cherche à être reconnu pour ce qu'on fait. On cherche à continuer à apprendre, toujours. Ça, c'est pas une question d'âge, c'est ça qui est génial. Plus qu'on continue à apprendre, plus on fait fonctionner ses neurones, mieux on se porte. Et enfin, on cherche tous un travail qui fait du sens.
Donc, à nouveau, une entreprise qui s'adapte à ses plus âgés est une entreprise désirable pour les jeunes. Et qui respecte un équilibre en termes de temps aussi de travail. Comme j'ai parlé du plaisir, Oui. si on est complètement harassé, on n'a plus de plaisir. Élodie, quel est le rôle du manager dans tout ça, en fait, pour favoriser ce lien intergénération? Et j'ai envie de dire aussi pour aider les seniors sur le regard sur soi, parce que très honnêtement, tout le monde n'est pas entouré pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, notre entourage, le milieu dans lequel on a grandi, fait que notre regard sur nous est extrêmement dur. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé. Je vous parlais récemment quand j'ai eu 50 ans, j'ai été beaucoup interrogée et on me disait oui, mais enfin toi tu penses ça, mais comment on peut penser ça? Et j'ai commencé à analyser. Je me dis pourquoi je pense ça? Bah oui, je me suis mis à mon compte autour de 40 ans, donc peut-être que ça m'a challengée, que ça m'a obligée à sortir de mon regard. Peut-être que c'est mon environnement. En tout cas, je me suis beaucoup interrogée. J'aurais sans doute été aussi accompagnée en entreprise, je ne sais pas, mais quel est le rôle? Parce que voilà, encore une fois, on n'est pas tous équipés pour ça, même si je vous rejoins, notre âge, ça dépend aussi beaucoup de notre regard sur nous-mêmes. Exactement. Donc pour moi, déjà, le manager doit déjà changer son état d'esprit. Manager l'intergénérationnel, c'est d'abord changer le regard sur les politiques à mettre en œuvre pour ses collaborateurs, et en particulier sortir du prisme selon lequel il faudrait absolument recruter par exemple des jeunes et faire sortir rapidement les nolds ou voilà les baby boomers ou la génération X en fait, les vieux. Et donc le manager doit d'abord déconstruire toutes les représentations que lui-même il a sur les autres, sur lui comme ce qu'il peut avoir en fait sur les autres. Et donc je dirais qu'il doit passer d'une approche RH segmentée, voilà, et tronçonner, où avant on tronçonnait par génération, pour passer à une politique RH intergénérationnelle, ça veut dire inclusive, diversité, cohésion, voilà, on va être vraiment sur du global. Mais attention à ne pas être sur de la généralisation. Avant tout, c'est l'humain. L'humain est fondamental, donc c'est important pour un bon manager d'adopter pour moi une approche individualisée, sur mesure. Voilà, tout en capitalisant bien évidemment sur l'expérience de tous les collaborateurs. Prendre en compte l'hétérogénéité des situations individuelles, les aspirations des seniors, les aspirations des plus jeunes. Définir aussi des outils et des dispositifs, parce qu'il existe des dispositifs qui sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs, dans lesquels les seniors et les jeunes vont se reconnaître. Alors voilà, on parle de mentoring, on parle d'apprentissage, et ça c'est clair en fait, quand on est aujourd'hui, et c'est ce qui rapproche les générations, le premier point qui rapproche les générations, c'est quoi? C'est apprendre. Les jeunes ont envie d'apprendre au-delà de l'école, d'ailleurs ils disent aujourd'hui qu'ils apprennent même plus assez à l'école, donc ils attendent que l'entreprise soit une entreprise apprenante et partageante, mais les seniors ont aussi envie d'apprendre. C'est pour ça par exemple que le mécénat de compétences c'est quelque chose qui marche bien, donc apprendre et apprendre ensemble. Créer par exemple des processus de onboarding intergénérationnel quand un jeune arrive dans l'entreprise, voilà, qu'il puisse être accompagné par quelqu'un qui est plus âgé, et puis on va avoir une transmission des compétences qui va se faire dans les deux sens. Allez, pourquoi pas sur ce qui est un peu innovateur en ce moment, on parle de job sharing intergénérationnel. On a un job à deux, voilà, et on partage un job à deux, ce qui convient aussi aux femmes qui ont une vie de famille et qui parfois n'arrivent pas aussi à avoir des postes à responsabilité puisque elles ne peuvent pas être à mi-temps. Et là, on peut se dire aussi, être avec un plus jeune ou un senior qui est en fin de carrière et qui dit j'ai envie d'aussi être sur une transition de vie, et puis le jeune qui a envie d'apprendre de l'autre. Donc on va être sur un partage. Donc le partage, l'apprentissage et bien évidemment, comme Anne tu l'as dit, la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance existentielle, le besoin de quête de sens, parce que la notion de travail, elle a beaucoup évolué. Et le travail, c'est plus un moyen mais ça c'est pareil pour tout le monde, c'est une finalité en soi, une finalité pour se construire, une finalité pour construire du lien social, pour se développer personnellement. Voilà. Et vous savez, on a abordé plusieurs fois, est revenu le mot de la transmission. Alors je voulais revenir là-dessus avec deux choses. Ouais. Quand je me suis mis à mon compte, la personne qui m'a le plus aidée, c'est un retraité. Qui était, j'étais en Haute-Savoie et qui était dans toutes les associations patronales, etc. Et ça a été fabuleux ce qu'il a pu me transmettre. Et quand je parle régulièrement aux managers de leur rôle de la transmission d'une manière générale. Pour les personnes, ça reste quelque chose, en fait, je sais pas ce que j'ai à transmettre, à part transmettre mon expertise technique, mais on n'est pas là-dessus. Pourtant, on voit bien que c'est
c'est un lien clé entre les générations, que d'ailleurs les jeunes peuvent transmettre aux plus âgés, voilà, et que souvent, quand je discute avec des DRH de la seniorité, ils disent voilà, on a besoin que nos seniors aussi soient dans la transmission. Donc c'est un espèce de mot derrière lesquels on met plein de choses. Une réalité qui est pas facile à appréhender, vous l'avez dit plusieurs fois chacune. Anne, qu'est-ce que c'est la transmission ? Comment justement, quel rôle ont à jouer les plus seniors, mais aussi les plus juniors dans l'entreprise sur ce sujet ? Parce que quelque part aussi dans vos programmes, c'est aussi une histoire de transmission, parce qu'il y a des personnes qui interviennent et qui viennent transmettre des choses. Oui, non, mais effectivement, tout est affaire de partage et de transmission. Ce qui est intéressant avec cette notion de transmission aussi, c'est que j'ai entendu, moi, plusieurs personnes plus âgées dire « mais arrêtez de me parler de transmission, j'ai rien envie de transmettre, j'ai envie de continuer à produire ». Donc, ça dépend des gens aussi. Hein. Il faut pas enfermer tout le monde sous prétexte qu'il a un certain âge dans un rôle de transmission. Mais c'est ce que vous avez dit, tout le monde a envie de transmettre. Les jeunes aussi ont des choses à transmettre. Voilà. Alors, et dans la transmission, et aussi tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a du transmission de savoir-faire, mais une transmission de savoir-être aussi. Voilà, il y a des codes quand même dans l'entreprise, et chaque entreprise a ses codes propres d'ailleurs. Et voilà, transmettre du savoir-faire et du savoir-être, et dans les deux sens. Dans les deux sens. Et de l'expérience, dans le sens où l'expérience, c'est pas forcément en nombre d'années, c'est dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a traversé. Parce que je suis d'accord on peut avoir envie, encore heureusement, de produire. Mais je sais pas si transmettre et produire, c'est complètement... Non, mais c'est parce qu'on a tendance toujours à dire, maintenant, les plus âgés, vous allez transmettre. Ouais. Et c'est là où vous allez transmettre ce que vous faites. Ils s'arrigent en fond en disant, mais oui, c'est ça, mais je veux bien transmettre, mais je veux continuer aussi, parce que derrière le mot transmission, il y a effectivement, et après tu t'en vas, quoi. Oui, moi, ce que je mettais quand je parle souvent aux dirigeants, c'est de leur dire, en fait, en transmettant votre expérience, vous avez beaucoup de choses dans votre expérience parce que vous avez vécu, beaucoup d'entreprises, on est dans une période de crise, vous avez connu des crises, vous savez comment ça se passe, il y a des cycles, il y a des choses comme ça, donc il y a des choses aussi à transmettre qui sont importantes. Mais dans ce cas-là, on est dans la théorie du don, alors. C'est donner, recevoir, rendre. D'accord. Voilà, c'est une valse on est sur de la réciprocité. Toutes les générations, voilà, une valse de réciprocité. Et aujourd'hui, le travail, c'est ça, hein, c'est plus un contrat, on est sur un pacte. Voilà, de réciprocité, de bienveillance, de lien social de l'un envers l'autre. Et quand on se pose aussi la question de transmission, très souvent, je vois aussi des entreprises qui se disent « mince, quelqu'un va partir, il faut qu'on apprenne tout de lui en 3 mois, et en 3 mois, il doit tout me transmettre. » On lui vide le cerveau. On lui vide le cerveau. Et moi, j'aime bien un peu cette expression du Canadien Morrison qui dit il faut mettre fin à cette, on peut dire, Alzheimer organisationnel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut capitaliser pendant tout le vécu et s'intéresser aux collaborateurs pendant toute l'expérience, et pas uniquement juste au recrutement, mais aussi tout le processus d'intégration, tout le processus dans lequel on est investi dans l'entreprise, et même jusqu'au départ. Voilà, ce off-boarding, voilà, le fait de dire au revoir et laisser les gens partir sans comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, les gens peuvent partir et revenir parce que voilà, on est sur un nouveau rapport au travail, une autre façon de travailler. On peut partir pour vivre une expérience et retransmettre avec un re-onboarding des compétences qu'on a pu acquérir ailleurs. Et donc on parle de hard skills, donc transmettre des compétences dures, on parle de soft skills, transmettre des compétences qui sont c'est ce que j'appelle le savoir-faire et le savoir-être. Exactement. Et puis on parle même aujourd'hui avec les jeunes, ils nous parlent de math skills, les jeunes, c'est-à-dire nous aussi on a des compétences folles. Voilà, on peut voyager, on peut être en association, on peut vivre notre propre expérience, et puis voilà, aller venir raconter ce qu'on a envie de vivre. Et en effet, voilà, on est sur ces notions-là. Moi, j'aimerais revenir sur l'idée d'avant, sur le rôle du manager. Parce que tu disais, Élodie, il y a des changements à opérer de la part du manager. Comment on fait? Parce que c'est bien de dire qu'il doit changer, mais il doit faire tellement de choses, le manager, que parfois changer, c'est aussi compliqué. Et comment on les accompagne? Et là-dessus, je voudrais aussi ton regard, Anne, sur des initiatives comme Nold, comme Octave. Comment est-ce que ça vient accompagner des transformations culturelles et managériales dans un groupe comme Danone? Mais le programme Octave, vraiment avec cette thématique de oser être soi, c'est d'abord bien se connaître, savoir ce qui est important pour soi, et ce faisant, accepter aussi ses vulnérabilités. Et plus on est aligné avec ses propres valeurs,
plus on se retourne vers ses propres qualités, on laisse de la place aux autres de venir compenser ses faiblesses. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée aussi des équipes qui fonctionnent très bien, quel que soit leur âge, justement de laisser la place à chacun et d'être le plus complémentaire et le plus diversifié possible. La diversité est une source de richesse, c'est évident. Donc diversité générationnelle, de genre, de sexe, voilà, tout. Et comment vous aidez les gens à accepter mieux leur vulnérabilité? Et ben dans le cadre d'Octave. Justement, c'est un programme qui mêle des plénières et des ateliers où on va vraiment travailler au plus près de ce qui est important pour soi, de son alignement personnel. Et quand on regagne du coup cette estime de soi, c'est cette idée, en fait, c'est cette idée de si on veut changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même si on n'est pas à l'aise avec les choses qui se passent. Et je crois que le programme Octave, il marche terriblement bien sur un point finalement très très précis, c'est que de manière kaléidoscopique, on martèle la même chose, c'est on n'est pas des victimes, on fait partie de la solution. Alors on ne peut pas tout, je suis d'accord, vous disiez effectivement l'organisation a un rôle à jouer, mais on peut beaucoup plus qu'on imagine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, on n'est pas des victimes, on fait partie de la solution, ça veut dire qu'on est beaucoup plus en maîtrise de sa propre carrière et de sa propre vie qu'on l'imagine. Et si vous demandez quelque chose et qu'on vous dit non, peut-être que vous l'avez pas demandé au bon moment, peut-être vous l'avez pas demandé à la bonne personne, peut-être vous l'avez pas demandé à la bonne façon. Donc les gens repartent de là en se disant, en fait, j'ai beaucoup plus de choses à faire, de choses à demander, et voilà, ça. En fait, on repart, on est porteur d'un élan contagieux et positif, et voilà. Mais vraiment, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Vraiment, je suis... Ah il faut venir, Et puis il faut s'abonner à Nold sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Instagram. Ça, c'est un nom Nold. Oui, parce que comme on le disait, Nold, c'est pas du tout que pour les never old, c'est aussi pour les beaucoup plus jeunes qui s'intéressent justement à comment bien vieillir. Et alors effectivement, je sais pas si ça sert de conclusion, mais j'ai envie de vous le dire. En tout cas, derrière tout ça aussi, ce qui est extrêmement important, c'est de garder le sens de l'humour et de l'autodérision. Et je vois que les gens nous écrivent en disant merci, vous me donnez envie de me lever le matin parce que finalement vous dédramatisez les choses. Voilà. Donc tant que on prend les choses avec humour, on les prend avec beaucoup plus de légèreté et en plus on fait marrer tout le monde. Donc on reste désirable, quel que soit son âge. Alors je vais rebondir justement sur cet humour et sur Nold parce que il y a un sujet qu'on a vu dans notre étude et quand on a rencontré, encore une fois, les personnes qu'on a interviewées, il y a un sujet de confiance entre les générations. Et quand on parle de confiance, on parle le fait de vivre des choses ensemble, de se connaître, d'avoir des atomes crochus, de la connivence. Et finalement, l'humour, notamment dont tu parles, participe, est un point est un point commun, un point de rencontre entre des générations. Donc j'avais deux questions autour de ça. C'est comment est-ce qu'on peut créer des points de rencontre entre les générations pour qu'ils se fassent confiance et qu'est-ce que ça apporte Nold dans les générations, le mouvement dans les générations les plus jeunes et les plus vieux. Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, ce qui me frappe, d'une part, c'est on fait un questionnaire de satisfaction après les programmes Octave et on pose et tout le monde nous le dit. Toutes les générations nous le disent. Au départ, on pensait qu'on avait beaucoup de points de différence et on repart, on se rend compte qu'on a tellement plus de points communs. Donc, à nouveau, voir l'autre, le regarder son mode de fonctionnement qui peut être différent, mais les valeurs sont toujours les mêmes. Comme je le disais, en plus qu'on cherche dans le travail, on a tout ça en commun. Et alors en ce qui concerne Nold, c'est assez amusant parce qu'effectivement le gros de la troupe, si je puis dire, de l'audience, c'est plutôt 45-65, mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent en nous disant est-ce que je peux rejoindre votre communauté parce qu'en fait je pensais que là j'étais une lente décrépitude et je me rends compte que c'est beaucoup plus joyeux que ça et j'en ai moins peur. Et c'est pareil si je reviens à Octave par rapport aux entreprises. Je sais que tous les jeunes qui travaillent dans des entreprises qui adhèrent au programme Octave se disent « ça veut dire que mon entreprise, elle reconnaît que oui, selon son âge, on n'est pas traité de la même façon et qu'elle prend le sujet à bout de bras, ça veut dire que je pourrais bien vieillir dans cette entreprise. » C'est très rassurant et ça crée confiance. Ouais, ça donne confiance. Oui, moi je pourrais aussi ajouter, merci Anne d'ailleurs pour
pour tout ce que tu dis, qui est extrêmement intéressant, et que le manque de confiance entre les générations, c'est un phénomène qui est courant, mais qui est souvent amplifié par les stéréotypes qu'on peut avoir et qu'on a souvent sur chacune des générations. Voilà, comme on l'a introduit, les jeunes peuvent être rebelles, ils remettent en cause constamment l'autorité, ils peuvent être fainéants, peu investis. Voilà, et les jeunes peuvent être, les anciens, peuvent être un peu trop rigides, trop longs dans leurs décisions, ils ont pas les mêmes modes de communication. Si on en reste sur des stéréotypes, on n'arrive à rien. Et moi, dans toutes les conférences que j'ai pu mener, les interviews que j'ai pu mener avec aussi des dirigeants, des DRH, etc., ils me disent, mais en fait, moi-même, en tout cas, moi, Élodie, j'ai jamais été confrontée à des chocs générationnels. J'ai été confrontée à des problèmes parfois liés à la personnalité de certaines personnes, ou à des problèmes de management. Tout à l'heure, on l'a dit, voilà, des managements qui sont trop rigides. Et aujourd'hui, on demande aussi plus d'agilité. On demande à passer d'une autorité de fait à une autorité plus relationnelle, et ça, c'est aussi le rôle du manager, de changer aussi sa posture pour être plus proche aussi de ses équipes, et puis pour être aussi sur l'empathie, la bienveillance, voilà, et ça, c'est ce que demande aussi tout le monde, et encore plus aussi cette nouvelle génération. Et donc, on doit essayer de travailler ensemble et de se dire, j'ai vu aussi, moi, par expérience, des jeunes de 30 ans qui sont même très durs avec des plus jeunes, et puis des personnes, des parents qui ont 50 ans, qui ont des enfants à la maison, et qui comprennent déjà cette nouvelle génération par les enfants qu'ils ont à la maison, et donc dans le monde de l'entreprise, qui comprennent les jeunes. Et donc là, ce qui est important, c'est aussi le cycle de vie. C'est plutôt l'âge subjectif que l'âge chronologique. Quel âge j'ai ou quel âge je me sens avoir. Voilà, en termes de conclusion, d'où justement le beau programme, le beau programme de Nold. Mais effectivement, et je rajouterais à tout ça la nécessité, quel que soit son âge, de garder de la curiosité. Parce que tant qu'on est curieux, on continue à apprendre, on s'intéresse à plein de choses et on continue à intéresser les autres. Merci. Merci beaucoup, c'est un beau mot de la fin. Ouais, que je partage à 200%. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent ont quand même ce côté-là, parce que pour écouter des podcasts, il faut une forme de curiosité. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup, Anne. Merci, Sophie. Merci à vous trois. Merci, c'était un plaisir. Merci. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode avec Élodie Gentina et Anne Thévenet Abitbol vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise. Pour continuer à suivre nos travaux, nous vous invitons à écouter nos 4 podcasts que nous rappelons en commentaire de l'épisode, ainsi que notre page LinkedIn sur laquelle nous publions régulièrement les nouvelles de nos projets et de nos travaux. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode du collectif So Wow.